Cette semaine, je reçois une courtière immobilière, Chantal Chevalier, pour démystifier tout ce qu'il faut savoir avant de faire une demande de prêt hypothécaire. Taux d'intérêt, préapprobation, erreurs à éviter, conseils précieux. Si vous planifiez un futur achat, cet épisode est pour vous. Bonne écoute! Bonjour Chantal, ça va bien? Allô, allô? Ben oui, Oui, toi? bienvenue au podcast Chez Soi où on parle de famille, d'immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Merci de Chantal, l'invitation, toi, vraiment. oui, Très ben cool comme merci, c'est idée. super gentil. Chantal, toi, t'es courtier hypothécaire. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je te laisse te présenter. Oui, parfait. Donc, oui, moi, je suis courtier hypothécaire. Ça fait 12 ans maintenant que je suis dans les hypothèques du matin au soir. J'ai commencé comme courtier hypothécaire. Ensuite, je suis allée travailler pour une banque là, précise pendant 7 ans. Puis là, je suis de retour dans le courtage pour une troisième année là, suite à ça. Donc, je suis pour le groupe hypothécaire Orbis. Ce qui est le fun de cette agence hypothécaire-là, c'est que on fait vraiment tous les types de prêts. Donc du prêt A, du prêt B, du prêt commercial, du prêt privé. Québec, Ontario, Ouest canadien et États-Unis maintenant. Fait que c'est vraiment le fun. On peut tout faire qu'est-ce qui est possible. Donc voilà, c'est mon quotidien depuis 12 ans Génial, mais maintenant. merci de ta présentation. Je voulais qu'on rentre dans le vif du sujet. En fait, souvent quand nous, de notre côté, les courtiers immobiliers, c'est sûr quand on rencontre des familles, des couples qui veulent acheter une propriété, on parle de leurs besoins, de leurs désirs, on fait une planification pour faire des recherches ciblées sur leurs besoins. Toi, de ton côté, c'est quoi les Oui. aspects financiers que tu discutes avec eux? Ben, dans le fond, ce que les clients veulent savoir, c'est quoi ma capacité d'emprunt. Est-ce que je regarde une maison de 200 000, 300 000, 400 000, 600 000? Puis, est-ce que ça fait du sens avec mon budget? Tu sais, parce que moi, avec mes calculs de banque, je peux leur dire que parfait, 600 000, ça fonctionne, mais dans la vraie vie, il y a quand même le vrai paiement à faire. Donc, il faut voir aussi que ça fasse du sens là, pour leur vie à eux. Donc, évidemment, il y a plusieurs points là, qu'on regarde pendant notre rendez-vous. Évidemment, au niveau de la mise de fonds, il faut regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on a des enjeux avec notre crédit? Est-ce qu'on a une idée de paiement mensuel là, qui ferait du sens là, pour nous? Faut penser aussi à la stabilité financière. T'sais, est-ce on prévoit faire un changement d'emploi? Est-ce que on est stable dans nos revenus, tout ça? Donc, c'est toutes des choses, évidemment, là, qui sont très importantes, qui sont regardées pour voir si on se qualifie là, Ben, c'est niveau intéressant, bancaire. justement, je voyais une vidéo là, de passer sur tes réseaux sociaux où souvent les gens ont en tête, bon, faut que je donne une mise de fonds de 5%, mais parfois tu vas leur dire, ben non, faut que tu Oui. donnes 10%. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Mm-hmm. Oui. Ben oui. Dans le fond, bon, même si on a un bon crédit, même si notre emploi est stable et nos revenus sont corrects et tout ça, il faut toujours qu'on réponde aux critères du ratio d'endettement. Fait que ça, c'est quoi? C'est que la banque veut juste s'assurer que l'hypothèque, le paiement hypothécaire qu'on va avoir fait du sens avec les revenus qu'on a et les dettes personnelles qu'on a à payer aussi. Donc, il faut faire une proportion entre nos revenus et nos dépenses. Ça va nous donner un pourcentage d'endettement. Puis ça, il y a un maximum que les banques ne veulent pas qu'on dépasse. Fait que c'est ça qui va nous dire, ben, est-ce que on peut se permettre une hypothèque de 200 000, 300 000, 400 000 pour atteindre le maximum de ratio d'endettement qu'on a droit. Donc, si avec 5 de mise de fonds, notre hypothèque est de 200 000, ben évidemment, plus on met de mise de fonds, plus notre hypothèque est petite. Donc, plus l'hypothèque est petite, plus notre endettement est petit et donc on peut mieux se qualifier à ce moment-là. Fait que oui, la théorie est que si on achète une maison, un condo ou un duplex qu'on va habiter, c'est juste 5 de mise de fonds qu'on a le droit de mettre. Mais est-ce que l'hypothèque va être trop haute avec juste 5 de mise de fonds pour se qualifier? Donc, c'est ça qu'il faut regarder Puis, je aussi. sais que de mon côté, exemple, quand je rencontre des familles ou un couple, on parle, bon, où vous voyez dans quelques années, est-ce que c'est votre maison, c'est votre premier achat? Est-ce que c'est un condo, puis vous voulez juste avoir le premier enfant? Puis ça, on voit le cliché, là, la femme est enceinte du deuxième, puis là, ils cherchent leur première propriété. Donc, on parle de l'évolution dans le temps. Est-ce que vous allez avoir des projets rénaux? Est-ce que c'est une maison qui est plus âgée? Tout ça. Est-ce que c'est des points que
toi, tu abordes ou que les familles te parlent, les couples te parlent? Oui, ben absolument. Tu sais, je le vois dans leur profil, un petit peu comme les courtiers immobiliers. On Oui. rentre dans la vie des gens un peu, hein, donc pas juste des calculs puis des briques. Tu sais, c'est les projets de vie des gens. Donc oui, c'est intéressant de voir c'est quoi leur projet et tout ça. Tu sais, effectivement, est-ce qu'on veut être à proximité des écoles parce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce que c'est juste un premier achat pour ne plus être locataire, puis c'est dans 5 ans qu'on va vouloir avoir des enfants? Est-ce que c'est intelligent d'y aller de cette façon-là? Est-ce qu'effectivement, on veut se permettre une maison plus petite, puis avoir un projet de peut-être agrandir plus tard? Est-ce on va avoir les fonds pour le faire plus tard? Tu sais, est-ce qu'on le fait maintenant? Aussi, penser à la revente. Donc, si c'est un projet court terme, puis on Mhm. veut acheter une maison plus grande plus tard, ben, est-ce qu'on va pouvoir bien revendre le premier achat qu'on fait? Tu sais, fait que oui, faut vraiment regarder. Puis moi, ce que je trouve extraordinaire euh, comme relation que j'ai avec mes clients, c'est que on parle vraiment du besoin court terme, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi? Est-ce qu'ils veulent se bâtir un petit parc immobilier plus tard et tout? Tu sais, fait que c'est vraiment de faire un portrait de c'est quoi qu'on veut faire à court, moyen, long terme. C'est C'est ça intéressant ce qui que est tu dis intéressant. justement parce que souvent quand, exemple, les courtiers, on visite avec nos acheteurs, ben on le dit, faut penser à la revente. Tu sais, c'est pas votre, même si c'est dans 10 ans, faut penser Mhm. quand même, oui, si vous avez des besoins, des désirs présentement, mais faut pas oublier qu'un jour, si vous revendez, ben, si vous faites des investissements qui sont à vos goûts, ben, peut-être que ça sera pas au goût du prochain, donc c'est un risque à prendre. Mhm. Puis, Effectivement. qu'est-ce que tu dirais, les pièges ou les mythes à déconstruire quand tu rencontres un couple ou des premiers acheteurs? Souvent, là, ils pensent, c'est quoi un piège dans lequel ils tombent ou... Ben, c'est de peut-être surévaluer notre capacité d'emprunt. Tu sais, des fois, honnêtement, souvent, les clients vont au maximum de l'endettement qu'ils peuvent aller, se disant que tout va être beau. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben, il faudrait pas qu'il y ait une perte d'emploi ou quelque chose. Tu sais, c'est correct. Les calculs sont là pour se garder une marge de manœuvre aussi, tu sais. Mais c'est peut-être pas nécessaire de tout le temps aller au maximum de qu'est-ce qui est possible de faire au niveau calcul. Fait que ça, c'est une chose. Les gens pensent pas aussi, tu sais, ils se disent, ah ben mon loyer me coûte Mhm, 2000, mon hypothèque va me coûter 2000, ben, c'est merveilleux, oui, mais il n'y a pas juste l'hypothèque, hein. Il y a tous les frais qui viennent avec la maison, donc les taxes municipales et scolaires à toutes mhm, les années, les frais d'entretien, la toiture, le ci, le ça. Donc, tu sais, faut avoir un budget plus global que juste l'hypothèque, tu sais, change pour change, loyer, hypothèque. Il y a d'autres dépenses qu'on n'a pas quand on est locataire. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis au niveau peut-être plus prévoir, tu sais, parce que quand mhm, ça va bien, mais quand ça va pas bien, ça va pas bien. Tu sais, exemple, s'il y a une séparation, ben, qu'est-ce qui se passe? Qui a mis la mise de fonds? Qui en a pas mis? Est-ce que si on sépare, si on vend, si on décède, qu'est-ce qui arrive avec la propriété? Est-ce qu'on c'est 50-50? Tu sais, fait que tout ça peut se prévoir au notaire. Fait que tu sais, c'est de penser un step plus loin aussi, tu sais, pour prévoir qu'est-ce qui va se passer si jamais notre projet fonctionne plus là, après un certain temps. Tu sais. Fait que ça aussi, faut y effectivement. penser. Puis c'est des choses des fois qu'il faut, comme tu dis, prévoir, penser quand les choses vont bien, de l'indiquer, exemple, dans l'acte de vente, quand on achète Mhm. à deux, exemple, pour prévoir s'il arrive quelque chose ou si on peut plus payer la propriété, qu'est-ce qui arrive. On parle beaucoup aussi de l'accès à la propriété. Je reviens souvent, mais les premiers acheteurs, c'était un sujet qui est chaud. On Oui, en entend beaucoup parler. Les gens qui veulent acheter, oui. qui veulent rentrer sur le marché comme premier acheteur. C'est quoi, toi, tu vois comme plus grand défi? Est-ce que c'est l'endettement? Est-ce que c'est la mise de fonds que les jeunes, ben, je dis les jeunes, mais les premiers acheteurs qui sont jeunes, je veux dire, sans expérience Ouais. là, sur le marché de propriétaire? C'est quoi, tu vois, l'obstacle, là, Mhm. exemple numéro un? Ben, je te dirais un peu de tout ça. Les premiers acheteurs, c'est une grosse partie OK. de ma clientèle depuis toujours. Puis, tu sais, là, tu as vu avec les augmentations de loyer, il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, crime, tu sais, pourquoi ne pas devenir propriétaire? Mhm. Puis, au lieu de payer l'hypothèque
propriétaire, ben je vais payer ma propre hypothèque puis je vais avoir un actif au bout là. Fait que c'est très, tu sais, c'est très normal que les gens veulent aller vers ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a 4 choses à regarder. Hein. La cote de crédit. Donc, est-ce que notre cote de crédit est suffisante? Moi, je conseille tout le temps aux gens de vérifier au moins une fois par année pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur parce que oui, ça arrive, on en voit. Tu sais, fait qu'il faut que tous les critères fonctionnent pour pouvoir accéder à la propriété. L'autre chose, ben, ce qui est difficile, c'est la mise de fonds. Puis ça vient, je te dirais, pas mal relié avec l'endettement. Hein, quand on a des soldes, des cartes, des marges, des prêts, tout ça, ben, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement de liquidité. Notre paye, on la passe dans nos dépenses, puis on n'a pas nécessairement de l'argent pour investir et se garder une réserve, une épargne et tout ça. Donc, la mise de fonds, souvent difficile à obtenir. Je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt. Oui, c'est le fun de pouvoir mettre juste 5%, mais est-ce que c'est suffisant? Tu sais, parce qu'il faut avoir les fonds pour notre taxe de bienvenue aussi, il faut avoir les fonds pour notre notaire. Donc, tu sais, d'avoir accumulé tout ça pour les premiers acheteurs, c'est quand même assez difficile. Je vois ça beaucoup. L'endettement, évidemment. Donc, plus on a de dettes personnelles, ben moins notre capacité d'emprunt, plus elle est petite, parce que dans le fond, ça revient à ce que je disais au niveau du ratio d'endettement. La proportion de nos revenus, nos dettes, ben plus on a de dettes, ben moins on peut se permettre un montant d'hypothèque. Donc, ça, c'est un défi. Mais ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui veulent aider leurs enfants. Donc, tu sais, des fois, souvent, ils ont des dons de leurs parents pour aider à accumuler la mise de fonds aussi. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut travailler quand on discute. Donc, ben, parfait. On a 3-4 critères. Il y en a un qui, ça fonctionne pas, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est à ça que ça sert aussi, tu sais, de se faire préqualifier, c'est de savoir, ben, est-ce que quand je vais être prêt, tout va être correct ou on se fait un plan de match puis j'ai des choses à travailler pour que ça justement, fonctionne. c'est un bon point que tu apportes quand on dit on veut travailler, si on se prépare d'avance, ben justement, j'imagine que tu peux dire, ben regarde, tu as des devoirs à faire. Exemple, au niveau des cartes de crédit avec des taux là, assez élevés, puis justement, j'ai vu dans les nouvelles dernièrement, ils veulent augmenter les taux, puis tout ça. Fait que j'imagine que des fois, tu rencontres des gens, tu dis, ben regarde, va faire tes devoirs, descends ton endettement, puis on va refaire Exact. l'exercice. C'est ça. C'est vraiment un plan de match qu'on fait. Il n'y a pas de désolé, vous ne pouvez pas vous acheter une maison. C'est pas ça la discussion. C'est voici comment ça fonctionne, voici comment les banques pensent, voici ce qu'il faut répondre. Ça qui fonctionne pas, ben voici les solutions. Fait que c'est sûr qu'il y a des solutions, il y a que des solutions. Fait que des fois, c'est pas possible. Tu comme avoir un co-emprunteur et tout ça, bon, des fois, c'est pas possible, mais au moins, tu sais, on est capable de faire un plan de match. Fait que si ça fonctionne pas demain matin, ben au moins, on s'active sur le plan pour que ça fonctionne dans quelques mois, là, tu sais. Tu as effleuré le sujet que je trouve très intéressant parce qu'on le voit beaucoup, justement, la mise de fonds, les premiers acheteurs qui veulent entrer dans le marché. Souvent, les parents, tu parlais de dons, on voit qu'ils veulent soit aider, donner une partie de leur héritage de leur vivant pour voir leur enfant en profiter. Donc, il y a l'aspect don aussi. Puis, est-ce que ça, t'en vois de plus en plus des parents qui donnent soit la mise de fonds puis ils font un accord de remboursement ou c'est complètement un don qui est donné de leur vivant? Ben, c'est sûr qu'aux yeux de la banque, il faut que ça soit un don. On peut pas dire que c'est un prêt, fait que on fait une lettre de don, donc tout ça bien officiel. Mais ce qui est fun, c'est que les dons sont pas imposables au Québec. Fait que les parents ne sont pas, pénalisés de faire ça. Il y a des parents aussi qui veulent aider les enfants, mais qui n'ont pas nécessairement de l'argent à leur donner pour la mise de fonds, puis qui n'ont pas nécessairement de gros revenus qui feraient que ça l'aiderait les enfants s'ils se mettaient tous ensemble d'avoir une meilleure capacité d'emprunt. Par contre, ils ont de l'équité sur leur propriété. L'hypothèque est presque payée et tout ça. Fait que ça, c'est des solutions qu'on peut avoir aussi. On peut prendre une garantie sur la maison pour pallier au manque de mise de fonds qu'on a. Tu sais, fait qu'il y a vraiment plein de choses là, qu'on peut regarder. Mais oui, je vois de plus en plus que les parents veulent aider. Puis je dis tout le temps à mes clients, vous êtes chanceux. Oui. Vous avez des parents qui aident. Fait que soyez reconnaissants, c'est vraiment le fun. Ça permet souvent aux gens de pouvoir procéder à leur projet. Puis là, justement, comme tu dis, s'ils n'ont pas nécessairement l'argent liquide, ben si leur propriété, exemple, souvent on le voit là, puis tu sais les baby boomers qui ont payé leur maison, puis qui est claire depuis plusieurs années, peuvent aller chercher la liquidité puis aider leurs enfants. Soit refinancer leur maison, puis aller chercher
montant pour le donner. Fait qu'eux, ils se retrouvent avec un paiement hypothécaire à faire parce qu'on a pris un montant d'hypothèque sur leur maison. Fait que ça, c'est une option. Mais si on veut pas toucher à leur situation financière, donc que les parents n'aient pas un paiement supplémentaire à faire, on touche à rien de leur dossier personnel, c'est juste dans le fond, c'est comme une mainmise sur l'équité qui vient compenser la mise de fonds qu'on a besoin pour l'achat. Et qu'une fois que exemple, les enfants ont fini par rembourser cet équivalent-là dans leur hypothèque, on enlève la garantie tout simplement. Fait que les parents n'ont pas de paiement à faire, c'est l'enfant dans son achat, dans l'hypothèque de son achat. Fait que ça, on appelle ça la garantie collatérale. Fait qu'on prend une garantie sur l'équité. C'est génial, j'en fais énormément. Puis, au niveau fiscal, pour les parents qui donnent, j'aimerais ça que tu reviennes là-dessus il n'y a pas d'impact pour eux, là. Non, c'est ça. Exactement. Quand c'est un don en argent, là, effectivement. Effectivement. Fait que, ben c'est oui, merveilleux. tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a d'autres programmes? Bon, tu sais, les gens sont peut-être plus familiers là, avec le RAP, bon, les REER, les CELI. Est-ce qu'il y a d'autres programmes pour soit premier acheteur ou pas nécessairement premier acheteur, mais des gens qui ont amassé des sous dans certains programmes qui peuvent bénéficier pour l'achat d'une propriété? Oui, absolument. Fait qu'il il y a le CELIAP qui est relativement nouveau. Il y a le RAP. Le RAP, il y a eu des changements. Ça fait longtemps que c'est là, mais il y a eu des changements par rapport à comment ça fonctionne. Donc, avant, c'était 35 000 par emprunteur que la personne pouvait retirer de ses REER d'impôt. Maintenant, c'est 60 000. Fait que ça, c'est intéressant. Et les gens devaient commencer à rembourser cet emprunt-là qu'ils avaient fait, dans le fond, sans intérêt, sans impôt, 2 ans suivant leur notaire. Là, maintenant, ils ont étiré ça à 5 ans. Fait qu'on n'a rien à rembourser jusqu'à 5 ans suivant notre notaire. Puis tout ce qu'on rembourse, ben, c'est sans intérêt et tout. Puis si on ne le rembourse pas concrètement avec un chèque là, qu'on fait au gouvernement, ben, c'est ajouté sur nos revenus imposables. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant quand on peut profiter de ça, c'est super. Il y a des gens qui disent, ben ouais, mais j'ai pas de REER, comment je vais faire? Ben, effectivement, ça prend des REER pendant 90 jours. Mais on peut faire un prêt personnel, un prêt REER pour pouvoir cotiser à des REER, pouvoir faire le RAP, puis on a toujours notre retour d'impôt quand on fait une cotisation REER. Ça fait qu'il y a comme plusieurs avantages connexes là, à ça. Sinon aussi, ce que le gouvernement a changé il n'y a pas si longtemps, c'est que en fait, quand on met moins que 20% de mise de fonds, on a la SCHL, qui est un assureur hypothécaire qui va embarquer obligatoirement dans le dossier. Et eux limitaient notre amortissement, donc le temps sur lequel on étire notre hypothèque à 25 ans. Maintenant, quand on est premier acheteur, on peut l'étirer jusqu'à 30 ans. Fait que ce que ça fait, ce que ça fait, c'est que nos mensualités sont plus basses. Donc, ça permet de mieux se qualifier aussi pour le montant d'hypothèque qu'on souhaite faire. C'est sûr que il n'y a pas de cadeau dans la vie, hein, surtout pas dans le milieu financier. Donc, évidemment, on paye plus d'intérêts au bout du compte, plus on étire notre hypothèque longtemps. Fait que ça dépend de notre besoin, tu sais. Mais ça veut pas dire que si on l'a mis sur 30 ans, on est obligé d'attendre puis de prendre 30 ans pour le rembourser. Tu sais, on peut mettre un montant d'argent dans quelques années plus tard pour baisser le solde. Tu sais, on peut tout rejouer à ça plus tard, mais que ça existe maintenant. Oui, le but, c'est vraiment d'alléger les mensualités des gens pour que les gens puissent accéder plus facilement à la propriété. Fait que ça, c'est quand même c'est intéressant de pouvoir l'échelonner plus longtemps. Oui, on paye plus de REER, mais ça plus d'intérêt, pardon, mais ça nous donne accès à une propriété maintenant. Donc, on peut entrer sur le marché puis devenir propriétaire plus rapidement. Tu parlais de prendre un prêt. J'aimerais juste que tu m'expliques un peu le timeline de si on prend un prêt pour cotiser au REER, pour pouvoir emprunter les REER pour rapper. Tu sais, sur une ligne de temps, ça ressemble à quoi, là, les étapes? Ben, un prêt REER, c'est très rapide. On appelle notre institution financière, on dit qu'on veut prendre un prêt REER, exemple, de 10 000. Donc, ça, c'est quand même assez rapide là, pour avoir accès à ça. Fait que ce 10 000-là, évidemment, il y aura un paiement mensuel à faire pour le rembourser à l'institution financière avec laquelle on fait affaire. Mais là, on a un 10 000 dans nos mains. On le cotise dans un compte REER. Il faut attendre 90 jours avant de pouvoir le retirer dans le cadre du RAP. Le RAP, là, dans le fond, c'est qu'on retire nos REER sans payer d'impôt. Parce qu'on sait que si on retire nos REER, on se prend un revenu supplémentaire, donc on est imposé là-dessus. Fait que le RAP, c'est ça que ça permet de faire. Fait que c'est pas long. C'est 90 jours plus le temps de faire le prêt. Et c'est sûr qu'on peut pas retirer ça si on n'a pas une offre d'achat, là, un projet d'achat concret, évidemment, parce que l'institution financière qui détient les REER va demander une preuve là, qu'on est en processus d'achat. Mais ce que les gens pensent, c'est que c'est juste possible de l'utiliser, le RAP, pour la mise de fonds. C'est pas le cas. On peut l'utiliser pour tous les frais reliés à la transaction. Accessoires. Fait qu'il faut juste
C'est ça, faut juste être en processus d'achat pour pouvoir faire le RAP, mais c'est pas obligé d'être uniquement C'est pour ça, dans la le fond, mise de fonds. en résumé, pour que les gens comprennent, c'est le REER, tu as économisé, tu t'empruntes en toi-même, à toi-même, en fait. Donc, tu Exact, retires pas à la retraite lorsque c'est exact, transféré en fer pour des revenus. Tu t'empruntes à toi-même pour ton projet d'achat d'immobilier, en fait. exactement, exactement. C'est juste qu'il faut que tu te Oui, rembourses à un moment donné. Donc, 5 ans, tu vends ton achat, faut que tu te rembourses, mais t'as pas d'intérêt là, à payer ni d'impôts à pour les payer là, 5 premières là-dessus. années. C'est très intéressant. Ben, tout le long, OK, on a mais tu dois 15 ans pour commencer rembourser. combien de temps après? 5 ans, Tu c'est ça. commences 5 ans suivant ton travail. Exactement. Puis tu as 15 ans OK, pour le faire, sans intérêt. sans intérêt. Ben oui, Fait que c'est pas. c'est un beau. Les gens Ouais. qui ont des REER, Mais il faut se qualifier pour être un acheteur, c'est ça qui arrive. C'est pas n'importe qui a un REER qui peut le faire. Quelqu'un qui vend sa maison pour acheter autre chose, il pourra pas rapper parce qu'il était propriétaire dans les 5 dernières années. oui, Fait que puis ça, faut faire lorsqu'on achète attention en aussi. couple aussi, si un des deux a déjà rappé, Oui, oui. est-ce que tu peux nous expliquer, C'est Ouais, ben en fait, c'est parce que si vous êtes conjoint, donc que vous habitez à la même adresse, vous êtes, puis c'est vraiment le terme qu'ils utilisent, oui, contaminé par le conjoint. Donc, vous n'êtes pas reconnu comme un premier acheteur, même si c'est pas vous, même si votre nom est pas sur l'hypothèque ou quoi que ce soit. Il y a juste en cas de séparation qu'à ce moment-là, c'est possible de ramper là, sous certaines conditions. Fait que oui, ça c'est à voir, c'est du cas par cas, mais généralement là, c'est ce qui arrive. OK. Puis est-ce que tu vois souvent, on parlait tantôt des parents qui aident leurs enfants. Des fois, si leurs enfants, exemple, bon, sont trop endettés, tout ça, qui doivent, sans nécessairement être propriétaires à 50%, mais être sur l'acte de vente, exemple, à 1% pour Mhm. s'assurer. Oui, oui, effectivement. Donc, si les parents n'ont pas nécessairement d'argent pour aider ou quoi que ce soit, puis souvent, quand le problème, c'est qu'on n'a pas assez de revenus dans le dossier pour se qualifier pour un achat à 400 000, exemple, ben là, oui, on peut embarquer un parent dans le dossier, dépendamment des OK. banques, parce que c'est pas toutes les banques qui ont les mêmes règles ou exigences. Il y en a qui peuvent être seulement sur l'hypothèque, 1% propriétaire, pas propriétaire du tout. Donc, il y a différentes façons de le faire. Mais oui, habituellement, c'est dans les cas que l'acheteur n'a pas assez de revenus pour se qualifier, on ajoute une autre personne. Puis moi, ce que j'explique aux gens, c'est que, tu sais, c'est pas pendant 25 ans, là. C'est vraiment, tu sais, c'est une situation temporaire, le Mhm. revenu va Oui, augmenter, l'hypothèque va baisser, on va payer des dettes, on reprend ce dossier dans quelques années, puis on enlève le parent, là, tu sais. Fait que c'est souvent pas à vie, mais ça permet de faire notre projet maintenant. Puis, j'explique aussi l'impact que ça a pour le parent, c'est qu'évidemment, il devient à 100% responsable de oui, l'hypothèque aussi, même si on sait très bien que c'est pas lui qui va payer puis qu'il n'y aura pas de problème de paiement, tout va être bien beau. Mais si jamais ça arrive, ben, on va les cogner à leur porte, là, évidemment, parce qu'ils deviennent 100% responsables aussi. Et si eux veulent faire un achat de leur côté, ben évidemment, là, ils ont une hypothèque dans le dossier, donc ça va venir réduire leur capacité d'emprunt, même s'ils sont pas sur les titres de propriété. S'ils sont sur l'hypothèque, ben, c'est une dette qu'on a dans notre bureau de exactement. crédit, Donc, donc s'ils vont voir ça vient Equifax ou ils réduire. veulent s'acheter un bateau ou un chalet, une nouvelle voiture, eux, ça va impacter leur capacité d'emprunt. Exactement. OK. Parce qu'on voit beaucoup des projets aussi, bon, tout ce qui est intergénération. Ça, est-ce que tu en fais beaucoup, des Oui, projets oui. avec les parents, bon, on a la plus petite partie, la nouvelle famille, puis là, ben, puis des fois, bon, c'est Mhm. 75-25 aussi. Les parents veulent pas nécessairement être 50-50 Oui, justement pour permettre d'aider leur enfant à avoir accès à la propriété. Puis eux aussi, ben, dans tout l'aspect familial, ben, on se rapproche de la famille, on prend soin un de l'autre. Ça, est-ce que tu en vois effectivement, beaucoup des projets intergénération? tout à fait. C'est pas plus Ah! comme ça moi-même. J'habite Ah oui? avec mes parents moi-même, on habite T'es dans une ensemble. Oui, intergénération? oui, vraiment. Non, parce que OK. c'est pas séparé. On est vraiment tous ensemble. Très grande maison, là. Mais oui, fait que, tu sais, mes parents, moi, je suis enfant unique. J'ai un enfant, avec ça permet à mes parents de, tu sais, nous côtoyer, tout ça. Fait qu'on a chacun nos tâches, on s'aide là-dessus. Fait que oui, tu sais, c'est très intéressant quand les gens ont une bonne entente puis ils peuvent le faire puis que leurs parents sont encore là et tout. Ben oui, c'est une très, très belle idée. Puis oui, j'en vois de plus en plus, là. J'ai justement des clients qui sont en train de Mhm. chercher ça, là, en Parce ce que moment. surtout, toi, c'est parce que Ouais, tu as une fait que ça, super c'est le fun. entente avec ta famille, mais au moins l'intergénération, moi,
que je dis aux clients, ben, vous avez quand même vos appartements fermés. Tu sais, Oui, tu peux faire ton lavage, ton souper. juste les avantages, sans les Oui, inconvénients, c'est merveilleux. oui, exact. Il y a des pour et des contre, mais je sais que aussi Voilà. les parents ben, veulent se rapprocher des enfants. Ça leur permet des fois d'avoir la grande maison familiale qui sont plus Oui, capables. Ben, ils ont un plus petit espace. Euh, exactement. Ça permet aux enfants d'accéder à une propriété peut-être plus intéressante, plus grande, plus belle, plus neuve, parce qu'ils sont plusieurs à partager les frais. Tu sais, quelque chose qu'ils ne pourraient pas se oui. permettre tout seuls, chacun de leur côté, mais ensemble, peuvent se permettre On le autre voit chose. aussi, Tu là, sais. on parle beaucoup de parents-enfants, mais exemple, deux frères qui veulent s'acheter un duplex ensemble Mhm. ou une maison avec un bachelor aussi. Ça permet de quitter le nid familial des fois, puis de s'acheter quelque chose ensemble. Puis aussi, ben, ça permet, je trouve, lorsqu'on quitte la maison, ben, tu sais, quand tu parlais de toutes les responsabilités aussi, là, les taxes scolaires, les taxes municipales, l'entretien de la propriété. Puis je sais pas si tu le conseilles ou si tu en parles quand tu rencontres des acheteurs, mais bon, tu sais, de mettre un peu d'argent de côté. Tu sais, tu le sais que ta toiture, tu l'as achetée et il reste peut-être 5 ans, mais avec les hivers qu'on a, gel, dégel, ben, t'es peut-être plus à 2, 3 ans, des gros travaux. Est-ce que ça, t'en parles tu sais, les économies pour les imprévus, là? Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben moi, je conseille aux gens d'avoir un, tu sais, quand même, même au niveau stabilité d'emploi et tout, s'il y a des changements prévus, quoi que ce soit, d'avoir un 3 à 6 mois de paiement de côté, Hmm, tu sais, juste pour être certain que on n'attend pas notre paye, puis si notre paye oui. arrive pas, on Mhm, on peut pas payer notre hypothèque, là, tu sais, faut faut être capable de dormir la nuit aussi, là, fait que tu sais, un 3 à 6 mois de côté. Puis il y a même des banques là, qui vont regarder les actifs, exemple, la voiture, c'est une 99. Ah ben ah peut-être qu'il va ouais? falloir changer bientôt. Fait que là, ah ouais, ouais. Ouais. Fait que pas tout le temps, là, ça dépend des banques. Mais ouais, c'est ça. Fait que oui, fait que, tu sais, fait que c'est une logique, effectivement, de prévoir des choses là, à ce niveau-là. Là. Tout à fait. Il faut se faire un budget. Là. Je sais Hmm. que c'est plate, puis c'est pas le fun, puis on aime pas ça, mais c'est ça qui nous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises aussi là, quand on sait où on s'en va, puis qu'on se prévoit des buffers un peu partout. Ben, à ce moment-là, ben, on peut prendre une meilleure décision par rapport à, ben, OK, le montant d'hypothèque, mais j'avais 2000 en tête, mais peut-être que ça ferait plus du sens, 1700 finalement, Mhm. tu sais, fait que ça permet de prendre des décisions à ce Puis niveau-là justement, aussi. tu Là. parles de budget. C'est quoi le pourcentage qu'on devrait allouer à l'habitation dans un revenu familial? Ben, ouais. Ben, moi, je dirais entre 30 et 35% du OK. revenu brut. OK? Puis, tu sais, comme mon ratio d'endettement, moi, je peux aller jusqu'à 42, 44. Je peux même, si on est en haut de 20% de mise de fonds en prêt conventionnel, on peut tirer avec certaines banques jusqu'à 45, OK. 46, 47% d'endettement. Fait que ça, c'est avec les dettes personnelles, évidemment. Mais sans les dettes. Tu sais, moi, un dossier que je suis en bas de 38, je considère OK. que ça fait du sens. Tu sais. Je dis pas que ça fait pas de sens, on est à 42. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie des gens que je peux pas les considérer au niveau de Mhm. mes calculs bancaires, mais c'est exemple un emploi à temps partiel, une autre business, ouais, mais là, il n'y a pas de stabilité, je peux pas les considérer dans mes calculs, je suis à 42, mais dans la vraie vie, je suis à Ouais. 33, là. Tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça aussi, mais je te dirais 30-35% du revenu brut pour les frais Tout ce qui est de l'habitation. logement. Puis Ouais. on parle de budget, tu dis, puis je trouve ça super important. On n'en parle pas beaucoup, mais parce que c'est plate à faire. Mais le budget, justement, habitation, Mhm. le panier d'épicerie, la voiture, puis après ça, bon, c'est quoi nos priorités dans les loisirs, dans le sport, dans les voyages? Puis ça, je trouve que ça donne une bonne, tu sais, Absolument. l'effet un peu entonnoir de ben, qu'est-ce qui reste, puis d'en mettre de côté, justement. Nous, on le voit là, dans la déclaration du vendeur, bon, comme je parlais, la toiture, les travaux à faire. C'est pas des choses qui sont intéressantes à mettre Mhm. de l'argent de côté parce que tu dis, bon, c'est dans 4 5 ans, puis c'est pas sexy, comme je peux dire, de refaire la toiture, c'est pas comme refaire une cuisine, mais c'est important justement pour pas avoir de surprise. Puis c'est au niveau du risque aussi, je trouve, de mettre un baume là-dessus là, pour le long terme. Ouais. Tout à fait. Puis moi, ce que je propose aussi à mes clients comme produit hypothécaire, bien souvent, c'est d'avoir un produit avec une OK. marge hypothécaire.
Fait que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rembourse notre capital, ce même capital-là qu'on a remboursé devient disponible sur une marge hypothécaire. Fait qu'évidemment, on paye rien de ça tant qu'on l'utilise pas. Mais si jamais il arrive une réparation urgente, quoi que ce soit, ben tout ce qu'on a déjà remboursé est encore disponible pour qu'on aille le prendre et qu'on fasse notre réparation au lieu de mettre ça sur une carte ou un prêt à 20 Fait que c'est quand même intéressant aussi d'avoir comme un backup. Puis ça coûte rien de l'avoir en fait, tu sais, fait que mais il est là si jamais il arrive quelque chose. Fait que ça aussi c'est à prendre en compte là, Puis dans nos j'imagine quand discussions. tu rencontres aussi des acheteurs, tu vois avec eux leur gestion de risque. Bon, on parle de taux variable, de taux fixe, des remboursements aux Oui, semaines, mensuels. Tu dois discuter un peu de leur profil pour justement bien cerner ben oui, ce qu'ils ont besoin. absolument. Il y a des clients qui me disent d'emblée, moi je veux rien savoir du taux variable, je veux un taux fixe. J'explique quand même la nuance entre les deux pour que soient certains de leur choix. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou Mhm. mauvaise réponse. Il faut juste être avec qu'est-ce qu'on choisit, tu sais. Fait que fixe, évidemment, ben notre paiement est toujours le même. Le taux ne bouge pas, peu importe ce qui se passe dans le marché. C'est 5 ben c'est 5 pendant 5 ans. Il n'y a pas de surprise. Ça nous donne une certaine sécurité de savoir que notre paiement va pas changer. Par contre, si dans le marché, les taux baissent à 3 Ouais. ben nous, on est pris avec notre 5 pendant 5 ans. Si on veut le 3 ben il faut briser notre contrat, payer une pénalité. Ça peut être intéressant puis économique de le faire. Il faut faire les calculs. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on c'est un taux qui ne bouge pas. Ça l'empêche d'avoir des surprises ou des augmentations de paiement, quoi que ce soit. Pour ce qui est du taux variable, évidemment, ça le dit, ça peut varier. Donc, ça varie en fonction des décisions du gouvernement. Donc, Mhm. on Oui. entend parler depuis quelques mois, quelques années, le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, le gouvernement se rencontre 8 fois par année pour décider en Mhm. fait, statuer sur comment va l'économie, l'inflation, qu'est-ce qu'on veut en faire, la stimuler, la ralentir et tout, vont bouger leur taux directeur. Fait que ça va avoir un impact direct sur le taux variable et non pas sur le taux fixe. Il faut faire attention, c'est vraiment deux choses séparées. Donc, le taux variable, ben, c'est ça. Fait qu'il faut être prêt à vivre avec une possibilité que notre paiement Ouais. change. Il peut changer à la baisse, par contre, mais il peut changer à la hausse aussi. Fait que c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, puis c'est pas à chaque fois qu'il se rend compte qu'il y a un changement qui se fait. Puis, il y a certaines banques qui, exemple, votre paiement, il est 1 000 $ par mois. Dans ce 1 000 $ là, ben, il y a une partie qui vous s'en va en capital pour rembourser votre hypothèque, puis une partie qui s'en va en intérêt à la banque. Il y a des banques qui, même si le taux augmente demain matin, bien, vous allez être encore à 1000. Ils vont juste jouer sur la répartition capital-intérêt. Fait que si Mhm. augmenté, l'intérêt va être un petit peu plus haut, la remise en capital un petit peu plus bas. Fait qu'il y a des banques qui vont comme ça. Puis il y en a d'autres, c'est 1000, le taux augmenté, ça va être 1022 mois prochain. T'sais. Fait que ça aussi, c'est à discuter de comment qu'on veut setuper ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire un Ah, OK. moitié-moitié. On peut prendre la moitié de notre hypothèque en taux fixe, l'autre moitié en taux variable. Fait qu'on sécurise une partie, puis on profite du fait qu'on est tendance à la baisse en ce moment pour le taux variable. Ce qui est le fun aussi du taux variable, c'est que si jamais il se met à Ouais. augmenter, puis là, on dort plus la nuit, on peut dire à la banque, écoutez, ben moi, j'avais pris 5 ans variable, il me reste, c'était bien le fun pendant 2 ans, là, il me reste 3 ans à faire, puis je dors plus parce que ça monte, ça monte, ça monte. Ben, changez-moi ça pour un taux fixe pour le 3 ans de contrat qui me reste à faire avec vous. Fait qu'ils vont regarder c'est quoi le taux en vigueur à ce moment-là. Ils vont vous donner le taux fixe jusqu'à la fin du contrat. Fait que, il y a comme une porte de sortie pour le taux variable. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Fait que c'est tout ça qu'on discute. Puis comme je dis, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Il y a des gens qui sont oui, parfait, on veut le plus bas taux Mhm. possible. Bon, ben c'est le variable, on va prendre un variable. Il y en a d'autres, c'est le paiement. Il y en a d'autres, c'est la sécurité. Fait que C'est c'est tout vraiment ça qu'il faut chaque regarder. Là. profil que tu évalues dans le fond, Ouais. comme nous, on fait avec la propriété, mais toi, c'est vraiment au niveau des chiffres. Parce que je sais que j'ai des clients qui disent, ben moi, j'aime mieux payer un petit peu plus cher, mais justement, dans mon budget, je sais que Mhm. j'ai ma paye, j'ai telle portion qui part pour l'hypothèque, pour mon budget hypothèque. Il me reste ça pour l'épicerie, les économies, les enfants. Puis, ils savent, dans le fond, où s'en Exact. aller. Super. Tout à Mais fait. euh, si tu avais à résumer, là, dans le fond, là, quelqu'un qui veut entrer sur le marché, le top Oui. 3 des choses, là, c'est devoir à faire au niveau de sa planification financière, son budget, ses devoirs. Oui. Faire un budget, ça c'est sûr. Vraiment tout planifier, se mettre des buffers, voir c'est quoi leur plan aussi, pas juste court Mhm. terme, mais moyen long terme. Je sais que c'est pas évident de Ouais. savoir on va être où dans 10 ans, mais on peut avoir une petite idée pareille de est-ce que notre emploi, on commence à être tanné, puis tous les lundis matin, Mhm. on n'est pas content, est-ce qu'on pense changer?
est-ce que si on va changer, ça va être pour améliorer notre sort, notre revenu et tout ça, tu sais, fait que de prévoir un petit peu vers où on veut s'en aller, on veut des enfants, on veut bon, tout ça. Évidemment, bon, faire attention à notre crédit, c'est correct d'avoir des cartes, mais il faut les payer, il faut pas dépasser nos limites, faut pas topper sur les limites, c'est fait que juste faire avoir une bonne santé financière pour bien payer nos choses. Penser à économiser, fait garder une partie de notre salaire pour s'accumuler une mise de fonds. Ça peut être intéressant. Faut pas oublier que quand on cotise à des REER aussi, on a un retour d'impôt. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui serait intelligent à faire comme placement en attendant pour accumuler une mise de fonds. Je te dirais que ce serait pas mal ça, les top 3 là, de choses à faire si on veut devenir Puis quand on a propriétaire prochainement. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Et quand on se fait préqualifier, préautoriser surtout, ne pas faire de changement, ne pas changer d'emploi, de pas aller s'acheter de voiture. Ouais. Changement d'emploi, tu sais, je te dirais que ça dépend, là, dans le sens que quelqu'un qui est ingénieur, je dis n'importe quoi, il travaille pour compagnie A, puis là, il s'en va encore ingénieur pour compagnie B avec 5 piastres de l'heure de plus. Oh mon Dieu, il a changé d'emploi. Ben non, il est dans le même domaine, il améliore son sort, c'est correct, tu sais. Fait que c'est juste quelqu'un qui est, je sais pas moi, un mécanicien, puis là, ça va faire son cours de design d'intérieur, puis là, ça va stagiaire à une firme d'architecte. OK, on change complètement, là, parce que les banques, ils regardent la stabilité dans nos revenus. Pas nécessairement combien on fait, mais est-ce qu'on est stable? Parce qu'eux veulent juste s'assurer que quand le paiement arrive, vous allez le payer parce qu'on n'a pas de stress. Vos revenus, ils sont stables. Tu sais, fait que ça, il faut juste faire attention à ça là, au niveau changement d'emploi. Évidemment, ben les pires dettes, les paiements auto. Donc, tu sais, ça fait très, très mal sur la capacité d'emprunt. Des paiements de 400, 500, 600 par mois, là, évidemment, ça paraît, là. Ça paraît beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut acheter. Le lendemain du notaire. Oui, c'est ça. Attendre avant d'acheter la décapotable rouge là, pour l'été, là, juste attendre quelques mois, s'il vous plaît. Puis, l'autre chose aussi que les gens font des fois, c'est que, ben là, parfois, on a fait une offre d'achat, c'est merveilleux, on déménage, alors on va s'acheter des meubles. Fait que là, ils se prennent un prêt accordé, un ci, un ça, ben là, ça vient changer. Fait tu sais, quand on est en processus, là, jusqu'au notaire, on essaye de pas bouger. Après ça, ben, après ça, on pourra se gâter. Merci, Chantal. C'était super intéressant. Je pense que ça a éclairé beaucoup de sujets sur les premiers acheteurs, les couples, les familles, avec les parents aussi. Je trouve super intéressant qu'on voit de plus en plus qui veulent aider de leur vivant. Merci beaucoup de ton temps. Ça a été un plaisir. Ben, pareillement. À la prochaine. Puis oui, bye-bye. Bye-bye.